Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur. Ça veut dire que c'est des threads d'horreur que j'ai déjà racontés sur la chaîne. Alors si tu es assidu, eh bien oui, normalement tu les as déjà vus. Mais je sais qu'il y en a qui adorent les réécouter. Et toi, si tu ne connais pas la chaîne, eh bien ça te permettra de découvrir ce qu'on y fait. J'espère que tu vas aimer. Si c'est le cas, bah n'hésite pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça ferait jamais de mal. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Comme nous sommes en octobre, j'ai pensé que je devrais partager cette histoire de mon enfance. Ma mère a, comme dirait, du mal avec Halloween. Quand j'étais petite, ma mère était très anxieuse chaque année à l'occasion d'Halloween. Cela a commencé avec les reportages qui semblaient toujours paraître le 1er octobre. La police locale aux informations locales a solennellement averti les parents de vérifier chaque bonbon que leur enfant recevait. Être à l'affût des lames de rasoir dans les pommes et de l'eau de javel en poudre dans les pop-rocks. Comme si c'était ces choses qui tuaient les enfants, et non les armes, la voiture ou la pauvreté. Mais ma mère était le genre de personne qui cherchait une raison d'avoir peur. Elle n'aimait pas que nous roulions à vélo au bout de la rue, parce qu'elle avait peur qu'un étranger puisse arriver. La nuit, elle vérifiait 2 fois chaque porte et fenêtre, puis vérifiait chaque placard de la maison. À 2 reprises, elle a appelé la police au sujet du gars de la compagnie de téléphone, parce qu'il traînait autour du poteau téléphonique dans notre ruelle. Et donc, octobre était toujours pour elle une sorte de soulagement, parce que c'était un prétexte pour laisser libre cours à ses pires craintes. Parce que la police locale et les informations locales lui disaient « Oui, tu as raison, c'est effrayant, c'est dangereux, alors ayez peur ». Je dis toujours, mais je pense que je me souviens juste de ces dernières années de mon enfance où elle était devenue vraiment mauvaise. Papa a dit que ça a commencé modestement et que ça empirait à mesure qu'elle devenait de plus en plus religieuse. L'année où j'avais 9 ans, nous sommes revenus d'une fête et ma mère était assise sur le canapé, les yeux rouges et des traits rouges sur tout le visage. Et il était clair qu'elle pleurait depuis le moment où nous sommes partis. Elle nous a obligés, ma sœur et moi, à poser nos sacs et nous n'avions pas le droit d'avoir des bonbons tant qu'elle n'avait pas examiné chaque morceau. Elle a pris si longtemps avec chacun d'eux, vérifiant les emballages sous une lumière vive et avec la loupe de mots croisés de grand-mère, qu'elle n'a eu fini que des heures après que nous nous soyons couchés enragés. Il devait être quoi, 3 heures du matin. Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain, la moitié de nos bonbons étaient à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas conformes. J'en ai retiré beaucoup et quand maman l'a découvert, eh bien elle m'a crié dessus. Elle a pleuré et elle a essayé de me punir. Ensuite, mon père a eu une conversation avec elle et je n'ai pas été puni. Mais il s'est excusé et a jeté les bonbons à la poubelle. Il m'a promis de m'en acheter davantage et il l'a fait. Mais acheter des bonbons n'est tout simplement pas la même chose qu'acheter des friandises pour un enfant. L'année où j'avais 10 ans, les choses ont atteint leur paroxysme. Maman ne voulait plus du tout que nous sortions pour aller faire la quête aux bonbons. Elle l'avait vu aux informations. Les satanistes droguaient les enfants à travers les bonbons. Mon père nous a envoyés jouer dehors, mais nous pouvions les entendre se disputer à l'intérieur. Sa voix s'élevait. Ses larmes et le grondement bas et calme de sa voix s'élevaient lentement pour correspondre à la sienne. Ils se sont engueulés comme ça pendant 3 heures. Ma sœur et moi étions assises sur un tas de vieilles briques, portant nos costumes d'Halloween alors que le jour passait. Ma sœur pleurait doucement en me disant toutes les quelques minutes « Halloween me manque ». Finalement, la porte arrière a claqué et mon père est sorti en trombe. Il avait une marque rouge sur la joue et la mâchoire serrée. Quand il nous a vues toutes les deux assises là, ses yeux se sont remplis de larmes et de colère. Et il a tendu ses 2 bras vers nous et a dit « Allez les enfants, nous allons faire la quête aux bonbons ». Nous lui avons chacune tenu la main et il nous a fait faire le tour de la maison. Et quand nous sommes sortis devant, ma mère se tenait à la porte en criant « Mais qu'est-ce que tu fais Franck? Tu vas les faire tuer !» Il lui a alors dit très clairement « J'emmène les enfants faire la quête des bonbons, Linda ». À ce moment-là, elle a couru hors de la maison après nous, tendant la main vers ma sœur et moi. Mais nous nous sommes toutes les deux cachées derrière mon père. Et il a tendu les bras de manière protectrice de chaque côté. « Et vous ne voulez vraiment pas rester avec votre mère ?» Nous avions toutes les deux peur de son visage rouge et de ses grands yeux sauvages et brillants. Nous avons simplement secoué la tête et nous nous sommes accrochés à la veste de papa. À ce moment-là, elle se recula sur le trottoir, en nous disant « Ok, vous ne m'aimez vraiment pas. Toi, tu ne m'aimes pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez vraiment pas ce que vous faites. » Papa a alors juste mis ses bras autour de nous et nous a éloignés. Il a regardé ma mère et a dit « Nous reviendrons à 8 heures. » Quand nous étions au bout du pâté de maison, il nous a dit « Les enfants, je suis désolé pour votre mère. Elle traverse une période très difficile en ce moment et je ne sais pas comment l'aider. » Ma sœur lui a alors demandé « Mais est-ce qu'elle va aller bien ?» Il passa ses bras autour d'elle et lui dit « Oui chérie, tout ira bien. » Ma sœur le croyait. Elle n'était qu'une petite enfant.
Mais j'étais juste assez vieille pour comprendre, à la façon dont il le disait, qu'il essayait de se convaincre autant que nous. Eh bien, c'était Halloween et nous étions encore des enfants. Et peu de temps après, nous nous amusions à courir vers les maisons et à être aussi mignonnes que possible. Et à être aussi effrayantes que possible. Et à être aussi idiotes que possible. Et à chaque fois que nous redescendions en courant vers le trottoir, notre père se tenait là, avec un grand sourire triste pour nous dire à quel point nous allions bien. À la fin de la nuit, nous avions chacun une tête d'oreiller pleine, et ma sœur était à moitié endormie, portée dans le creux du bras de mon père. Nous sommes rentrés à la maison après la tombée de la nuit, et j'avais peur que ma maman soit encore allongée sur le trottoir en train de pleurer devant. Mais elle était allée dans sa chambre et n'est pas sortie pour nous déranger, même si nous étions assis sur le sol du salon. On a alors compté tout notre merveilleux butin, et papa a dit « tu peux en avoir 2, et après c'est le lit ». Mais une fois couché, je ne parvenais vraiment pas à dormir. Tout ce que je pouvais voir quand je fermais les yeux, c'était les larmes rouges qui coulaient sur le visage de maman, les anneaux noirs brillants de ses cils remplis de larmes, la terreur flamboyante dans ses yeux écarquillés. J'ai remonté les couvertures sur ma tête et j'ai pleuré très longtemps. Finalement, j'ai manqué de larmes. Ce calme béni et engourdi m'a envahi et je suis resté allongé là pendant un moment, regardant simplement les motifs du plafond. Au bout d'un moment, je ne m'étais toujours pas endormi et j'ai décidé que j'avais faim. Toutes ces larmes m'avaient laissé vide et maintenant j'avais envie de me remplir de quelque chose de doux. Quelque chose qui, lorsque je mangeais, me rappelait un sentiment de bonheur. Eh bien, j'avais des bonbons d'Halloween dans le salon. Alors je me suis levé tranquillement. Je me suis glissé jusqu'à la porte. Je l'ai ouverte aussi doucement que possible. Puis j'ai parcouru le couloir recouvert de moquettes en direction du salon. Je pouvais voir faiblement grâce au clair de lune qui s'écoulait par la lucarne au-dessus du canapé. Il y a eu un léger bruissement dans le salon devant moi. Bien sûr, ma première pensée enfantine fut qu'un cambrioleur était venu voler nos bonbons. Mais alors que je ralentissais et regardais au coin de la rue, ce que j'ai découvert était la masse sombre de ma mère, empilée dans ses couvertures sur le canapé. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle ne pleurait plus, mais ses épaules tremblaient avec de petits sanglots réprimés. Et pourtant, malgré ses respirations tremblantes, elle était concentrée alors qu'elle se penchait sur quelque chose dans ses mains et ses mouvements étaient délibérés et déterminés. Le sac à friandises de ma sœur était sur la table basse. Il y avait quelques barres grandeur nature que nous avions eues dans la riche maison du coin de la rue. Ma mère en avait soigneusement déballé une, gardant les doigts froids avec un bol d'eau glacée et un torchon posé sur le coussin du canapé à côté d'elle. Elle jouait avec la barre de chocolat. Je n'étais pas sûr de ce qu'elle faisait jusqu'à ce que quelque chose dans ses doigts capte le faible clair de lune d'en haut. Une lame de rasoir. J'ai regardé dans un silence stupéfait et confuse, alors qu'elle transformait lentement la lame en chocolat mou et en nougat jusqu'à ce qu'elle soit en grande partie cachée. Puis, soigneusement, elle referma l'emballage, en utilisant une noisette de bâton de colle pour presque donner l'impression que le millard n'avait jamais été ouvert du tout. Après cela, elle a sorti un nouveau rasoir du paquet et elle a attrapé mon sac de bonbons. J'ai fait un demi-pas en tremblant. J'ai dit « Maman ?» Et je n'oublierai jamais la luminosité de ses yeux dans le noir. Aïe 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 aïe. L'histoire de dingo. Alors, deux théories. Je vous le dis tout de suite. Soit justement, c'est elle qui fait ça pour absolument tout le monde, tout le quartier. Elle fait que ça à chaque fois. Elle donne des lames de rasoir dans les gâteaux, dans les friandises d'Halloween et tout. Ou soit, justement, elle en avait marre. Elle s'est dit, attends, vous avez voulu jouer les fous là avec moi, hein? Le daron aussi, vous avez voulu jouer les fous. Moi je suis la mère et tout, vous êtes méchants. Bah, je vous mets des lames de rasoir dans les chocolats. Donc elle veut tuer ses enfants. Alors soit elle essaye de tuer tout le quartier, soit elle essaye de tuer juste ses enfants. Est-ce qu'il y a une solution qui est bien? Non, pas du tout. Mais en tout cas, l'histoire elle est folle. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Lena. Et le jour d'Halloween 2009, eh bien elle va vivre l'enfer. Pour vous donner un petit peu le contexte, elle a 26 ans à ce moment de l'histoire et elle travaille en tant que professeure de sport dans un collège aux États-Unis. Elle se lève comme tous les jours à la même heure, elle fait sa petite routine et pendant cette routine, eh bien elle reçoit un appel. Et ça commence mal, c'est des démarcheurs pour une assurance décès au cas où subitement elle mourrait au KLM. Bon, elle explique qu'elle a 26 ans, qu'elle est en pleine santé et que non, ça va aller, c'est pas pour elle. Elle arrive enfin à être prête pour aller au boulot et sur le chemin, eh bien elle se fait accoster par un gars qui lui dit qu'elle est très belle et que c'est son jour de chance puisqu'il est célibataire et du coup elle est bien chanceuse. Lena lui dit bon allez, je dois bouger, je vais au taf et moi je vais rejoindre mon mec. C'est un bon mytho mais bon, ça fait toujours plaisir.
Le problème, c'est que le gars, il insiste un petit peu. Mais elle arrive enfin à se débarrasser de lui en lui disant que soit il dégage, soit elle lui faut une énorme droite. Et apparemment, il va la regarder en mode what? Bon, il va dégager en lui donnant un petit nom d'oiseau. En entendant ça, elle se retourne et elle se dit mais qu'est-ce que je fais? Je lui fume sa mère ou pas? Bon, allez, elle sait qu'elle est en retard et justement, c'est pas le moment de tomber en retard car aujourd'hui, elle doit avoir une inspection à son travail. Elle arrive enfin au collège et elle commence son travail jusqu'à midi et tout va bien. Les élèves, nickel, tout est nickel en fait. Sauf que maintenant, il faut se remplir le ventre. À la base, elle doit aller au resto avec une collègue. Elle arrive au lieu du rendez-vous, c'est un restaurant qu'elle fréquente souvent toutes les deux. Genre 2-3 fois par semaine. Elle est donc dans le restaurant et elle est à table et elle envoie un texto à son amie pour savoir si elle va venir. Sauf qu'elle reçoit un message qui lui dit que non. Elle a encore du boulot à finir à l'école, du coup rip. Lena va devoir manger toute seule. Bon, ça arrive, alors elle commence à manger et elle veut aller vite pour partir de là. Puisque manger seule, c'est pas fou, non? Au cas où, je vous préviens, c'est pas grave de manger seule, hein. C'est juste que, effectivement, pour parler, en étant seule, c'est moins bien. On va pas se mentir, c'est ça qu'elle veut dire par là, hein. Elle est donc en train de manger et elle sent que quelqu'un lui tape l'épaule. Elle se retourne et elle voit un homme qui lui fait face. Alors elle sait pas s'il est vachement grand ou si c'est parce qu'elle était assise. Elle se dit ok, qu'est-ce qu'il me veut lui? Là ils vont se regarder et en fait c'est gênant. Il se passe rien. Alors elle lui dit bonjour, oui, c'est quoi le problème? Et là il se met à lui donner un papier, comme ça, à deux mains. Et aussi brusquement qu'il est arrivé, il repart directement. Il sort du restaurant. Elle regarde un petit peu autour d'elle et l'ambiance elle est chelou. Sachant qu'en plus c'est un resto vintage, vous savez, aux États-Unis. Elle ouvre le petit papier et dessus il y a un numéro de téléphone. Elle se dit ah ouais ok, ça commence bien la journée des relous. Et alors là je peux vous dire, elle est pas au bout de ses surprises. Elle finit son repas et elle repart au travail. Et là, cet après-midi, c'est justement l'heure de son évaluation. Le gars de l'inspection est présent et bon, ça se passe pas trop mal. Si ce n'est que le gars, il se met à la mater bien vénère. Il est comme ça, tu sais. Voilà quoi. Chelou. Sachant qu'elle se dit qu'il est un petit peu dégueulasse. Il a la cinquantaine et elle a la 26, donc c'est un petit peu chaud. Bon, mis à part ça, ça s'est bien passé. À ce moment-là, elle pense qu'elle a réussi son évaluation car elle a fait du bon boulot quand même. Bref, elle rentre chez elle à la fin de sa journée de boulot. Et ça se passe plutôt bien. Elle est rentrée chez elle depuis 5 minutes et là, elle entend la sonnette d'entrée. Elle se dirige vers la porte et devant elle, ses deux petits enfants accompagnés de leurs parents un petit peu plus loin. Et le problème, c'est que Lena, en fait, elle a pas de bonbons sur elle. Alors, elle leur donne des plaquettes de chocolat. Bon, c'est tout ce qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle avait, hein. Une fois que c'est fait, elle décide d'aller au magasin du coin pour aller acheter des bonbons. Elle rentre chez elle et il y a des enfants qui sonnent par intermittence. Ça commence à se calmer à partir de 21h. Et à 22h23, quelqu'un sonne à la porte. Elle s'en souvient très bien car elle a regardé son téléphone pour voir un peu quelle heure il était. Elle se disait bon les gosses ils restent dehors un petit peu tard quand même. Elle ouvre la porte et là devant elle, non, c'est pas des enfants, pas du tout. C'est deux adultes de 1m90. Et surtout, ils ont une particularité. C'est deux frères jumeaux qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Quand elle les a vus, elle a bien flippé. Car ils sont, un petit peu chelous. Le visage, il est maquillé tout en blanc, sauf que autour des yeux, c'est maquillé en noir. Et les cheveux, ils sont totalement en arrière et gominés. Elle les regarde et d'un coup, ils se mettent à parler en synchro et ils lui disent « Un bonbon ou un sort ?» Enfin, version américaine. Elle les regarde en mode « Vous êtes pas un petit peu grand pour des bonbons quand même ?» Elle leur dit ça, mais elle leur dit aussi « Bon, sympa votre déguisement. » Elle leur dit alors « Bon allez, moi je vais aller dormir, donc bonne nuit à vous. Hein. » Les deux gars ne disent rien du tout et du coup, elle décide de refermer la porte. Elle retourne dans son salon et de nouveau ça sonne. Elle revient devant la porte et elle l'ouvre. Et les deux gars sont devant elle. Elle leur dit « Bon, ça y est, là je vais aller dormir, arrêtez, sinon... » je vais appeler la police. Elle repart alors dans son canapé pendant 2 minutes et elle va dans sa chambre car faut bien aller dormir. Elle file au lit et elle s'endort. Elle est alors réveillée car elle a pu entendre un bruit dans sa chambre. Elle ouvre les yeux un petit peu la tête dans le coltard et là elle se retrouve nez à nez avec les deux jumeaux juste devant elle. Elle bug littéralement. Elle se dit c'est pas possible, je suis en plein cauchemar. En fait elle se dit je suis pas réveillée. Du coup elle se met une bonne claque. Et en fait, elle la sent passer cette claque, étant donné qu'elle est pas dans un cauchemar. Enfin, du moins, pas un vrai cauchemar endormi, quoi. Puisque ce qu'elle est en train de vivre, c'est une dinguerie sans nom. Elle se demande comment ces deux gars ont pu rentrer chez elle et qu'est-ce qu'ils lui veulent. Elle leur gueule dessus en disant qu'ils devraient se barrer d'ici, sinon elle appellerait son père qui est policier.
et ça va très mal se passer pour eux. Les deux gars ne bougent toujours pas et ne disent rien. En fait, ils la regardent avec leurs yeux noirs et limite sans vie. Parfois, ils se mettent à pencher la tête de droite à gauche, comme s'ils tentaient de la scruter. Elle se dit donc que c'est trop pour elle et elle essaye de se frayer un chemin entre eux deux pour aller chercher son téléphone qui est sur sa commode un tout petit peu plus loin. Sauf que malheureusement, les deux gars l'immobilisent dans son geste et encore une fois, ils ne disent rien. Mais l'un des deux jumeaux va sortir quelque chose de sa poche. C'est un épais scotch pour lui mettre sur la bouche. Il va également sortir du rilsan. C'est un collier de serrage en gros. Il va lui mettre ça autour des mains et des pieds. À partir de ce moment-là, l'autre frère va sortir de la pièce sans dire un mot. Et il va aller dans une autre pièce. Elena, elle peut entendre qu'il est en train de traîner quelque chose. Elle sait vraiment pas ce que c'est, mais elle se dit que c'est pas bon pour elle. Après quelques secondes, il est revenu avec à la main une chaise. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils veulent m'attacher pour cambrioler? Elle essaye donc de dire à travers le scotch que c'est pas la bonne maison. Il y a vraiment pas grand chose à voler ici, puisqu'elle vient d'emménager il y a pas tellement longtemps et qu'elle a pas d'objet de valeur. Sauf qu'elle sait pas s'ils ont bien compris ce qu'elle était en train de dire, étant donné qu'elle avait du scotch sur la bouche. Mais bon, ça n'aurait rien changé à tout ça, car ils vont la faire asseoir sur cette chaise et ils vont l'attacher à celle-ci. Et de leur côté, les deux jumeaux vont s'asseoir sur le lit et la regarder comme ça, dans les yeux, sans rien dire. Il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche. Même entre eux, ils se regardent pas, ils disent pas un mot. Ils vont pas sortir de la pièce, ils la regardent juste droit dans les yeux, avec de temps en temps un petit mouvement de tête sur le côté, comme ça là. C'est creepy, oui. Et ça, vous vous dites que c'est bien flippant. Mais ce petit manège, il va durer pendant plusieurs heures. Lena, elle reste donc assise sur sa chaise sans rien pouvoir faire. Puisque de base, elle est déjà attachée, mais en plus, elle est attachée à la chaise. Et puis même si elle arrivait à défaire ne serait-ce qu'un lien, ils sont devant elle et ils pourraient directement lui remettre. Et ça pourrait être encore pire du coup. Mais elle se pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils ont pas l'air de vouloir cambrioler. Ils ont pour l'instant pas l'intention d'abuser de moi. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent sérieusement? Et à un moment, par la fenêtre, les premiers rayons du soleil commencent à faire leur apparition dans le ciel. Et c'est à ce moment-là que tout va changer. Les deux jumeaux vont se lever, ils vont se regarder, hocher la tête et ils vont défaire les liens entre Lena et la chaise. Mais pas ceux qui retiennent Lena, c'est-à-dire les mains et les pieds. Ils vont la regarder une dernière fois et ils vont sortir de la chambre. Lena, elle cherche pas vraiment à comprendre. Elle se déplace comme elle peut vers la commode et attrape avec difficulté son téléphone portable. Elle appelle alors son père via un petit raccourci sur son téléphone car oui, pour le coup, son père est vraiment policier. Et elle lui fait plus confiance à lui qu'à d'autres policiers lambda. En fait, elle l'appelle pas vraiment. Elle appelle, elle raccroche, elle appelle, elle raccroche. Vu qu'étant donné qu'elle peut pas naviguer sur son téléphone avec les mains accrochées dans le dos. Et elle spamme vraiment comme une folle, elle dit qu'elle a laissé plus de 50 appels comme ça. Et heureusement pour elle, son père il a compris que quelque chose était chelou. Puisqu'il a débarqué avec une voiture de patrouille. Il est arrivé devant la maison de Lena et il a utilisé le double de clé qu'il avait. Il a crié son nom dans la maison et ne la voyant pas, il est monté à l'étage et enfin, il a pu voir l'horreur devant ses yeux. Sa fille bouche à moitié scotchée car elle a réussi à s'en enlever une petite partie, en se frottant un petit peu contre les meubles ou quoi. Bon, là, il va clairement pas lui enlever le scotch délicatement, mais bon, c'est pas grave. Il lui demande alors ce qui s'est passé. Et elle essaye de lui expliquer, mais surtout au début, elle lui dit mais détache-moi, ça commence à vraiment me faire mal. C'est ce qu'il va faire après être allé chercher un ciseau et c'est là qu'elle va lui expliquer toute l'histoire. Et d'ailleurs, son père, il est limite plus choqué qu'elle. Lui-même, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gars lui ont fait ça? Il lui dit alors qu'il va les attraper et qu'ils vont payer pour ça. Et justement, après une bonne enquête de la part de son père et de ses collègues qu'il a bien motivés, ils ont réussi à regrouper des informations. Et ils ont trouvé qui étaient ces gars. Les deux jumeaux ont été attrapés à plus de 150 km de là. Une fois interrogés, ils ont expliqué qu'ils lui ont fait ça pour faire ressentir la peur d'Halloween. Car attention, selon eux, elle n'était pas dans le mood de la magnifique journée qu'est Halloween. Alors ok, vraiment, une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte de la situation. Les mecs, ils vont la regarder comme ça. Regardez, je vais vous le faire pendant 3 secondes. C'est déjà très chiant. On se regarde là dans les blancs des yeux. Et moi, je bouge les lèvres. C'est chiant, hein, on est d'accord. Eux, ça va être comme ça pendant des heures. Ils sont deux, ils sont masqués. C'est le soir d'Halloween et puis ils sont pas censés être chez toi. Hein, voilà. Donc imaginez la terreur qu'elle a dû ressentir. C'est une dinguerie. Mais en fait, il se passe rien techniquement à la fin. Genre, elle a pas de dommages physiques. Mais mentalement, c'est une dinguerie. Pour, je cite, excusez-moi,
puisqu'elle n'était pas dans le mood de Halloween. Oh, excusez-moi les petits choux. Alors il y en a qui peuvent se poser une question aussi. Justement, elle a dit que, vous savez, à un moment, il y a un mec qui lui parle pas et qui lui remet un mot. Voilà. Et bah, il ressemblait pas du tout à eux. Voilà, c'est pas lié entre le premier mec au restaurant qui donne la lettre et justement l'un des jumeaux. En fait, je m'étais dit qu'à un moment, c'était peut-être un des jumeaux qui avait fait du repérage ou quoi. Et non, apparemment, ils ont fait ça totalement à l'improviste. Vraiment, ils ont fait ça. C'est pour ça qu'ils sont allés à plus de 150 km de là pour justement trouver une victime pour pas se faire choper après. Sauf que malheureusement, bah, ils sont tombés sur la mauvaise victime. Son père est policier et je peux vous dire qu'apparemment, il a bien motivé ses collègues pour que... Ah, c'est normal, après je pense que dans la police, quand t'es comme ça, si peut-être il y a une enquête, peut-être que tu fais une prio sur cette enquête, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Cette histoire m'a fait un peu flipper. C'est arrivé il y a environ 9 ans, et ça me vient parfois à l'esprit. Ça me fait vraiment flipper. Donc j'étais sur un site de rencontre pour adultes, un des types fétichistes, je sais, ne me jugez pas. Je cherchais juste à m'amuser. Quoi qu'il en soit, j'ai été stupide et j'ai donné plus d'informations que je n'aurais dû. Je discutais avec un gars. Il m'avait demandé à un moment donné ce que je faisais comme travail. À l'époque, je travaillais dans un McDonald's, alors je lui ai dit. Et il a demandé lequel. Je lui ai bêtement dit lequel. Nous avons alors bavardé par intermittence. Nous n'avions pas discuté depuis un bon petit moment. Et moi, je lui ai aussi bêtement donné mon numéro de téléphone à un moment donné. Il parlait de la façon dont il voulait me rencontrer pendant ma pause et s'amuser avec moi pendant sa pause. Je lui ai dit non merci. Je ramène pas ma vie privée à mon travail. Quoi qu'il en soit, j'ai vérifié mes messages juste avant de finir le travail. Heureusement que je l'ai fait. Il a mentionné qu'il était sur mon lieu de travail et il m'a dit qu'il avait commandé. Si je me souviens bien, c'était un Big Mac. Je lui ai alors dit « Ok, mais n'attends rien de moi, on va pas faire quelque chose de plus. Je suis pas intéressé vraiment. » Il s'est ensuite énervé et n'a pas accepté que je ne sois pas intéressé. J'avais très peur car je lui avais envoyé une photo de moi, mais je n'en avais jamais reçu de lui. J'étais pas vraiment très intéressé par lui. Alors j'ai décidé que j'avais pas besoin d'une photo du visage, puisque j'allais probablement jamais le rencontrer. Ses centres d'intérêt n'étaient pas du tout ce que je recherchais. Et j'ai un petit peu du mal à dire que je ne suis pas intéressé. Donc j'ai commencé lentement à discuter avec lui. Même si, à la base, je n'étais pas intéressé par lui. Maintenant, et heureusement pour moi, je ne lui avais pas dit mes horaires de travail. Donc il ne savait pas que j'étais sur le point de sortir. Alors, après avoir pointé, j'ai dit à l'un de mes managers que j'étais sur un site de rencontre et qu'un gars vient de se présenter à mon travail. Et que je n'ai aucune idée de ce à quoi il ressemble et que j'allais traîner à l'arrière dans la salle de repos pour un moment. Heureusement, elle ne m'a pas jugé, elle m'a juste dit « Allez, ok. » J'ai donc attendu environ une demi-heure avant de partir. Je n'avais pas de voiture à l'époque et j'ai dû rentrer chez moi à pied. Et j'avais peur qu'il me voie et essaye de venir me chercher dans sa voiture. Heureusement, personne ne m'a suivi. J'étais en sécurité. Alors, s'il te plaît, ce gars effrayant là, ne nous rencontrons jamais. Je pense qu'il a dû m'envoyer des messages après. Mais personnellement, j'ai bloqué son numéro. Je sais pas si c'est vraiment effrayant, mais en tout cas, moi, ça m'a fait peur. Pourquoi une personne random comme ça essaierait de venir me voir à mon travail, sachant que je ne voulais pas le rencontrer? J'ai décidé de partager cette expérience car maintenant j'ai déménagé et je ne vis plus dans cette ville. Cela m'a ouvert les yeux sur un point. Il faut faire attention aux informations que vous donnez aux étrangers. Et ça, c'est bien vrai. Il faut faire très attention aux informations que vous donnez sur Internet. Sachant que je vous le dis au cas où, mais sur la loi, normalement, il me semble que tu as le droit d'utiliser un de tes prénoms. Hein. S'il apparaît sur ta carte d'identité, tu peux très bien donner ton troisième prénom, par exemple. Hein. Tu peux, voilà, c'est une petite info. Si jamais vous vous inscrivez sur trop de sites ou quoi, vous donnez votre troisième prénom. Ce sera peut-être déjà un petit peu plus dur de vous repérer. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Allez, on va maintenant passer au second thread d'horreur. Je m'appelle Eva, j'ai 18 ans et mon histoire s'est déroulée lorsque j'avais 8 ans. Je suis parti au ski avec mes parents et mon frère et d'autres personnes de ma famille. Nous allions tout le temps dans la même station de ski. On y allait avec les mêmes personnes et on avait tout le temps le même appartement. Et nos cousins avaient l'appartement juste à côté à chaque fois aussi, donc on était voisins. Ma mère me réveille comme chaque matin pour aller me déposer à mon école de ski. Un réveil normal, je me prends ma petite douche, mon déjeuner, je me lave les dents et hop, on y va. À ce moment-là, je suis avec ma maman à attendre l'ascenseur de notre immeuble. Une fois l'ascenseur vide arrivé, eh bien avec ma mère, on peut voir que tous les boutons à tous les étages sont allumés.
Ce qui fait qu'à chaque étage, eh bien l'ascenseur s'arrête. Et forcément, on est saoulé. On arrive donc au 3e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et là, un monsieur âgé de 50 ans à peu près rentre dedans. Quand il rentre, il nous dit bonjour, tout en me regardant avec un sourire. Mais pas un sourire très rassurant, un sourire plutôt flippant. On lui dit alors bonjour par politesse et il remarque lui aussi qu'on va se taper tous les étages. Quand il a pu voir que quelqu'un avait appuyé sur tous les boutons, il m'a regardé et m'a dit « Alors ? Tu t'es amusé à appuyer sur tous les boutons ?» Toujours avec ce même sourire vraiment pas rassurant. Ma mère trouve que cet homme est assez flippant, donc elle me met derrière pour me protéger. Et elle dit à cet homme « Non, c'est pas ma fille qui a fait ça. » Quand nous sommes rentrés, tout était déjà allumé. Il répond alors à ma mère « Oh mais vous inquiétez pas, c'est pas grave si c'est une petite coquine. C'est une vraie chippie. » En disant ça, il a toujours les yeux rivés sur moi. Enfin arrivé au niveau du 0, ma mère et moi sortons de l'ascenseur. Et l'homme nous dit au revoir. Et il appuie sur tous les étages. On marche direction mon groupe de ski, 5 minutes de marche à peu près, et c'est vraiment au pied des pistes. Une fois arrivé, je dis au revoir à ma mère, et elle me dit qu'elle revient me chercher à 12 h à cet endroit même. Il faut savoir que je skiais que l'après-midi, car j'ai une maladie qui fait que je me fatigue très vite. Donc pour moi, skier une matinée, c'est déjà énorme. Ma matinée se passe bien, je me suis tapé mes meilleures pistes bleues. Une fois arrivé le midi, je retrouve ma mère. On mange un bon burger au restaurant avec elle et ma tante. Et comme toutes les après-midi, je vais faire ce que j'aime le plus au ski, c'est de la luge. Et l'endroit où on pouvait faire de la luge, eh bien c'était juste en face de notre immeuble. Je monte et je descends, j'adore vraiment la luge. Je refais la course avec d'autres enfants, bref, je me régalais. Une fois après avoir eu ma dose de ski, je m'assois par terre et je joue avec la neige. Je faisais des petites boules de neige quoi, classique. Puis, je regarde mon immeuble et j'essaye de trouver où se situe mon balcon. Puis là, sur un balcon, je vois l'homme de ce matin qui me regarde avec un grand sourire et me fait un signe. Je lui fais alors moi aussi un petit coucou avec ma main, mais c'est vraiment un petit coucou timide. L'homme rentre dans son appartement et moi je continue à jouer avec la neige. Je fais maintenant des mini bonhommes de neige. 15 minutes après que l'homme soit rentré dans son appartement, je sentais une présence derrière moi. Donc je me retourne et il y avait bien quelqu'un. C'était l'homme de ce matin qui se tenait derrière moi. Il me dit « Alors Chippy, t'aimes les boules ?» Je me suis levé et je suis parti voir ma mère. Je lui ai dit « Maman, on peut rentrer, je suis un petit peu fatigué et j'aimerais retrouver mon doudou. » Je suis accro à mon doudou et c'est toujours le cas actuellement. Ma mère me répond alors « Ouais, y a pas de souci. » On part direction l'immeuble qui est vraiment du coup en face et je regarde si l'homme est toujours là où je l'ai laissé. De ce que j'ai pu voir, non, il n'était plus là. À ce moment-là, j'avais quand même assez peur puisque l'homme était vraiment bizarre. Le fait de l'avoir vu sur le balcon et 15 minutes après, juste derrière moi avec ce sourire, je me suis dit clairement que ce monsieur n'était pas très net. Avec ma mère, on prend l'ascenseur et aucun bouton n'est allumé, donc on va pas se refaire tous les étages, ça c'est nickel. Arrivé à notre étage, on sort de l'ascenseur, on marche le long du couloir et on arrive à notre porte. Ma mère ouvre la porte puis se déchausse. Je me déchausse devant la porte qui est grande ouverte. Et ma mère est sur le côté de la porte où on peut pas la voir quand on est dans le couloir. Ma maman me demande si j'ai besoin d'aide pour retirer mes chaussures. Car les chaussures de ski, eh bah c'est une vraie galère à mettre comme à retirer. Je lui dis que non, tout va bien, je vais essayer de les retirer toute seule. Une fois ma première chaussure enlevée, je vois quelqu'un au bout du couloir. Et c'était cet homme. Mais cette fois-ci, il me faisait vraiment peur. Car il avait une expression flippante. Son regard était noir. Et les poings de ses mains fermés et on dirait qu'il bombait son torse. Il marchait vers moi avec des grands pas. Je restais figé avec un regard terrifié. Et j'ai seulement dit « Maman ?» Ma voix était tremblante et je parlais très doucement. Ma mère a quand même pu m'entendre. Elle m'a automatiquement regardé et a vu que j'étais terrifié. Et à ce moment-là, elle peut voir l'homme rentrer dans notre appartement. Ma mère a réagi au plus vite et elle a crié « Mais tu fous quoi toi ici ?» Et elle l'a poussé violemment. « Espèce de gros porc, sors de là !» Le regard de l'homme avait totalement changé. Il avait un regard apeuré. Et heureusement, il n'a pas fait de geste violent sur ma mère. Ma mère a alors continué de crier « T'approches pas de ma fille !» Elle a continué de crier et à le pousser encore et encore. Puis la porte de l'appartement de mes cousins s'est ouverte et le mari de ma cousine est sorti. Il avait entendu les cris de ma mère, donc il a vite réagi. Il lui a mis des coups de poing et lui a dit « Tu reviens plus jamais ici toi, t'as compris ?» L'homme ne répondait pas, donc il a répété « T'as compris espèce de L'homme lui a alors dit « Ouais ouais ». Il avait la tête baissée et les mains près de son visage tout tremblant. Il voulait se protéger. Après ça, ma mère est venue me voir et elle m'a pris dans ses bras. On est parti pour voir la gendarmerie et on leur a tout expliqué. Ma mère était choquée quand j'ai dit aux gendarmes que l'homme était venu me voir quand je m'amusais dehors. Puisque oui, je lui avais pas dit entre temps. Les gendarmes ont dit qu'ils allaient s'occuper de ça et qu'ils donneraient des nouvelles à ma mère. 2 jours après, on a enfin eu des nouvelles.
2 jours pendant lesquels j'étais vraiment apeuré. Je ne voulais plus aller dehors, je m'enfermais partout, que ce soit dans la chambre ou bien dans la salle de bain. Le fait d'être enfermé à clé, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassurait. Les gendarmes ont donc appelé ma mère et lui ont demandé de venir au commissariat. Elle y est allée et je suis resté avec ma tante et mes cousins. Une fois ma mère arrivée au commissariat, eh bien les gendarmes lui ont dit que la plainte serait tout simplement refusée. Ma mère ne comprend pas trop pourquoi, car cet homme m'a clairement suivi et a été extrêmement bizarre. Elle s'énerve un petit peu et le gendarme lui dit « Mais vous savez que c'est pas de sa faute à ce monsieur, il a des problèmes mentaux. Du coup, des fois il sait pas trop ce qu'il fait. » Ou il ne se rend pas compte à quel point ça peut être effrayant. Là, ma mère n'a plus prononcé un seul mot. Le gendarme l'a alors regardé et lui a donné une petite boîte à meumeux. Et attendez, il lui a dit « Tenez, c'est pour votre fille, elle a bien été courageuse. » Donc voilà, de mon côté, j'ai eu une petite boîte à meumeux qui a fonctionné une seule journée en plus. Voilà, c'est la seule histoire flippante qui me soit arrivée, mais c'est déjà pas mal. Plus les années passent et plus je me demande ce qui me serait arrivé si ma mère n'était pas là. Et petit détail un petit peu marrant, faut savoir que quand le mari de ma cousine est intervenu, il était en train de faire la grosse commission, donc il était habillé en caleçon. Il avait également des grosses chaussettes de ski et un super t-shirt moulant thermique. Donc quand il est sorti de l'appartement avec cette tenue très apprêtée pour casser la gueule à l'homme, je ne sais pas ce qui m'a le plus surpris entre le voir dans cette tenue ou voir l'homme dans le couloir. Voilà, c'est ainsi que ça se termine. Alors de 1, l'histoire elle est vraiment très flippante, le mec il est chelou, pourquoi il fait ça, pourquoi il appuie sur tous les boutons, après il fait ouais t'es coquine et tout, enfin le mec est très suspect donc oui, non mais il sait pas ce qu'il fait, il y a des gens qui se cachent souvent derrière des choses, il sait pas ce qu'il fait nanani, ça les arrange bien. Ensuite, petite anecdote perso, j'ai vraiment l'impression d'avoir raconté cette histoire personnellement. Mais j'ai beau avoir regardé les vidéos, j'ai regardé un petit peu sur au moins 8 mois, et je l'ai pas raconté. Donc je sais pas, j'ai cette impression de déjà vu. Vous savez, on a déjà fait plus de 280 vidéos thread horreur sur la chaîne, et dans les vidéos thread horreur, il y a plusieurs thread horreur. Donc vous imaginez combien j'en ai raconté, donc forcément des fois il y a des histoires pour moi, je me dis mais attends mais... je l'ai déjà raconté ou elle ressemble beaucoup à celle-ci. Donc voilà, ça peut arriver, c'est des choses comme ça. C'est pour ça que quand il y a des nouvelles mécaniques, c'est très stylé. Et effectivement, le petit détail là, il vient avec son petit... il est en train de littéralement poser un cake et il a dû intervenir. Donc quand même, le mec, voilà, on se le dit, il est en train de poser la chose et il a quand même aidé sa nièce, ouais, je sais plus comment on dit, mais bref, il a décidé d'intervenir et ça c'est beau. Bon, si t'as kiffé, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. L'histoire commence donc aux États-Unis d'Amérique. Nous allons suivre le récit d'une jeune femme de 35 ans. Tout commence bien avant le soir d'Halloween. Il faut savoir une chose concernant Estelle, c'est qu'elle n'aime pas trop Halloween. D'habitude, elle décore juste un petit peu sa maison pour que personne ne l'embête et vienne la faire chier. Mais cette année-là, elle a décidé de s'en battre les cacahuètes et de ne pas décorer sa maison. Vous vous doutez bien que ça ne plaît pas à tout le monde dans le quartier où elle habite. Et c'est là que toute l'histoire commence. Tout d'abord, un matin d'octobre, elle se lève. Elle se prépare comme à son habitude et là, quelqu'un vient sonner à sa porte. C'est sa voisine d'à côté qui vient lui demander pourquoi elle n'a pas décoré sa maison. Il faut savoir que là, ça se passe au début d'octobre. Mais le truc, c'est que dans leur quartier, c'est tout le mois Halloween. Sa voisine a l'air totalement fâchée, donc Estelle, elle cherche pas trop d'excuses et elle lui dit simplement la vérité. Qu'elle ne décorera pas sa maison de décoration stupide et que, en fait, c'est une perte de temps. Sa voisine a l'air complètement choquée de ce qu'elle lui dit. Et elle essaye de la convaincre pendant 30 minutes que si elle ne veut pas avoir d'ennui avec le voisinage, il faudrait mieux qu'elle décore sa maison. À un moment dans la discussion, Estelle, elle en peut plus. Elle se dit qu'elle ferait mieux d'écourter cette conversation qui n'a aucun sens de son point de vue. Alors elle va tout simplement décider de claquer la porte au nez de sa voisine. Et elle décide carrément de sauter le petit déjeuner vu que sa voisine, elle l'a coupé dans ses tartines. Et que en plus de tout ça, si elle se magne pas, elle va être en retard au taf. Elle finit donc de se préparer, elle sort de chez elle et une fois sortie de chez elle, elle peut voir sa voisine qui également sort de chez elle. Elle reste sur le palier de sa maison en lui lançant un regard. Mais un regard noir qui en dit très long. Il est tellement puissant ce regard que Estelle, elle en sent des frissons qui lui parcourent le dos. Sachant qu'il y a un petit problème avec Estelle, c'est que depuis qu'elle est toute petite, dès qu'on l'oblige à faire quelque chose, elle fait l'inverse, elle écoute pas. Elle le sait, c'est plus fort qu'elle. Bref, elle fait sa petite vie tranquille, elle va faire les courses et pendant une demi-seconde, elle regarde les décorations dans le magasin. Elle les regarde et elle se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décore la maison? En y réfléchissant bien, elle se dit bon, allez, c'est quoi? Ils ont qu'à aller se faire voir. Puis elle reprend la route. Sur le chemin du retour, Estelle, elle bug littéralement.
toutes les maisons sont décorées. Mais quand je vous dis toutes, c'est que c'est vraiment toutes, même la sienne est décorée. Elle sort de sa voiture, s'avance dans son allée et elle bug. Elle se demande mais c'est quoi ce bordel? Puis là, sa voisine sort de sa maison et vient la voir. Nous, c'est-à-dire tout le quartier, on s'est réunis pour le cas de votre maison, car c'était une urgence absolue. Là, Estelle, en entendant ça, elle retient limite un rire, parce qu'elle se dit mais c'est ma maison, le fait qu'elle soit pas décorée, en quoi c'est une urgence absolue? Dans sa tête, c'est plutôt une bêtise absolue. Mais la voisine n'a pas l'air de s'en rendre compte, car elle continue à s'en foutre royalement de ce qu'elle dit et elle enchaîne. C'est pour votre survie dans la commune que nous avons pris la décision de décorer votre maison sans votre accord. Vous n'avez rien à faire. Vu comment vous êtes fainéante, cela devrait vous aider. Là, Estelle, en entendant ça, elle devient rouge. Elle, feignante? Ah mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Madame, vous dites que je suis feignante. Je me lève tous les matins à 6 heures pour aller travailler. Car oui, moi je travaille. Je ne vis pas au crochet de mon mari. Je suis toute seule et très bien. Je ne reste pas dans ma maison à faire le ménage et m'occuper de gosses qui d'ailleurs, si je peux me permettre, me les brisent à crier. Oui, je n'ai pas le temps avec votre costume à la noix d'Halloween par-ci, Halloween par-là, mais je m'en fous royalement. Vous savez quoi? La feignante que vous avez devant vous va débarrasser votre décoration à la noix. Estelle, elle laisse même pas le temps à sa voisine de répondre car elle part directement en furie. Elle prend les araignées, les toiles d'araignée, les morceaux d'ombi, enfin bref, tout ce qu'elle trouve, elle les prend et elle les jette sur sa voisine, sur elle et sur sa pelouse. D'ailleurs, elle a tellement fait de bordel qu'il commence à avoir des gens dans le quartier qui arrivent. Un des voisins de sa rue lui dit d'arrêter, car c'est pour son bien qu'ils ont fait ça. Mais Estelle, elle le regarde et elle lui dit « Non mais pour mon bien, mais vous vous foutez de ma gueule? Moi je m'en fous de votre fête d'Halloween. Reprenez vos décorations, je n'en veux pas. À cause de vous là, je suis obligé de gaspiller de mon temps de feignante à nettoyer ma maison. » À un moment, il y a quelqu'un dans la foule qui essaye de parler, mais elle est coupée par la première voisine qui lui fait un signe de se taire. Et elle va donc dire, elle verra bien ce qu'elle verra la nuit d'Halloween pour son impertinence envers cette fête. Et je pense qu'elle regrettera cette décision plus tard. Allez, on rentre tous. Estelle ramasse encore quelques petits trucs sur sa pelouse et elle se met à crier. Ouais c'est ça, mais moi je vais rien regretter du tout, je m'en fous. Estelle a mis pas mal de temps à tout ranger et nettoyer. Ça lui a pris au moins 3 jours à enlever certains trucs qui collaient. Mais le contact avec le voisinage est de pire en pire. Tout le monde lui lance des regards noirs. Et franchement, c'est chiant à la longue. Mais bon, elle se dit que c'est pas pour ça qu'elle va décorer pour autant. Bref, à Halloween, la seule maison qui n'est pas illuminée, eh bien c'est la sienne. C'est vrai qu'elle fait tache dans le quartier, mais bon, elle s'en fout. Bien sûr, elle aurait pu faire un petit effort si elle n'avait pas été obligée. Mais en même temps, ils l'ont cherché clairement. Mais ce jour-ci, il y a quelque chose de bizarre. Quand elle est rentrée du travail, tout le monde l'a complètement ignorée. Ils lui ont même pas lancé des regards noirs. C'était comme si elle n'existait pas. Bon, ça l'a rassurée un petit peu, elle était plus stressée. Elle s'est donc dit que ils avaient sûrement tourné la page et que elle va pouvoir reprendre sa petite vie tranquillement. Elle rentre dans sa maison et décide de commander une petite pizza. Et surtout de se regarder un film d'horreur. Car il passe que des films d'horreur à ce moment-là sur les chaînes. Donc bon, autant se remplir la panse en même temps. Elle va chercher une petite bière dans son frigo et elle commande une pizza sur l'appli. Elle allume la télé et elle attend. Puis quelques temps plus tard, ça sonne à la porte. Elle se dit que c'est sûrement des petits qui veulent des bonbons. Mais pas de bol pour eux, eh bien elle n'a rien. Elle ouvre la porte et non, ce n'est pas des petits, c'est le livreur de pizza. Elle ne pense pas qu'il allait arriver si vite. Elle le fait attendre sur le bas de porte et elle lui dit qu'elle va aller chercher son sac à main. Estelle prend l'argent et lui tend. Il le prend et lui donne la pizza. Et le mec s'en va. Mais avant qu'elle ne referme la porte, eh bien, elle remarque quelque chose de bizarre. Elle peut voir que tous les enfants du quartier évitent sa maison, comme si c'était la peste. Vous savez, quand vous n'avez pas de bonbons, normalement les enfants vous jettent des œufs. Sauf que là, il n'y a même pas un enfant qui vient la voir. Estelle referme la porte et va se poser sur le canapé devant la télé. Elle est en train de mater Paranormal Activity car elle adore cette saga. Elle se découpe une part de pizza et commence à manger. À un moment, elle a soif, alors elle se lève, se dirige en direction de la cuisine pour boire un petit truc. Puis elle réfléchit au moment de la livraison du livreur. Elle se dit qu'elle n'a pas vu de camionnette, pas de voiture ou même pas de scooter. Elle se dit que c'est peut-être une nouvelle façon de livrer, peut-être qu'il livre à pied maintenant. Elle repart s'asseoir et elle se sent un petit peu bizarre. Elle reprend alors une part de pizza. Et après avoir fini la moitié de sa pizza, elle se sent comme légère, mais fatiguée en même temps. Elle décide donc d'aller se coucher. Pour vous dire, elle est tellement fatiguée qu'elle ne va pas se laver. Elle va directement dans son lit. Elle tombe raide morte sur le matelas. Mais à un moment donné, dans la nuit, il y a quelque chose qui la réveille. Elle semble avoir entendu un bruit. Là, elle se rend compte qu'elle voit complètement flou. Elle ne distingue pas grand-chose,
mais elle entend que ça tape. Ça tape littéralement de partout. Elle a mal à la tête, il y a plein de bruits qui sont en dehors de sa maison. Elle a l'impression qu'il y a plein de personnes qui tapent contre les murs de sa maison. Elle essaye de se lever, mais elle tombe directement par terre. Elle essaye de s'essuyer les yeux, mais rien, elle voit toujours flou. Elle essaye de s'aider de ses bras pour ramper et aller voir à la fenêtre, mais elle n'y arrive pas. Elle avance, oui, mais à pas d'escargot. Et quant au bruit, eh bien, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus nombreux. À ce moment-là, Estelle, elle avait déjà peur, mais là, elle commence vraiment à avoir peur. Elle essaye de se mettre sur ses jambes et elle trébuche. Il y a toujours des bruits immondes dans toute la maison. Elle a peur que ces personnes rentrent dans sa maison. Puis elle se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle arrive à tenir un petit peu sur ses jambes, mais avec beaucoup de mal. Elle se prend son lit dans les jambes, tellement elle voit flou. À chaque fois qu'elle essaye de marcher, elle a mal aux jambes. Elle se sent extrêmement lourde. Comme si l'une de ses jambes pesait au moins 200 kilos. C'est complètement fou, après 5 minutes à galérer, elle est enfin arrivée au niveau de sa fenêtre. Et là, c'est l'horreur absolue. Elle voit des silhouettes sombres bouger. Elle voit qu'ils font toutes sortes de mouvements. Elle décide donc de chercher son téléphone, mais elle ne sait pas du tout où il est. Comme vous l'avez compris, c'est très difficile pour elle de marcher. Et à un moment donné, elle peut entendre une vitre se casser. Elle entend que ça continue de taper, et elle entend que ça continue de casser d'autres choses. Estelle commence à pleurer, et elle ne sait pas qui sont ces personnes dehors qui commencent à casser sa maison. Puis les bruits sont de plus en plus terrifiants, et elle peut entendre qu'il y a de grands bruits de fracas au niveau de sa porte. Estelle essaye de courir pour aller fermer sa porte, puis elle peut entendre de gros bruits au niveau de sa porte qui n'était que fermée, pas verrouillée. Alors elle donne tout ce qu'elle a, et elle essaye de courir pour aller fermer cette porte. Et heureusement, elle y arrive. Mais elle entend toujours des gens taper en dehors de sa maison. Mais en plus de cela, elle peut maintenant entendre que des gens sont dans sa maison. Elle cherche son téléphone à tatillon, mais elle ne le trouve pas. Alors elle panique de plus en plus. Elle peut entendre que les gens qui sont rentrés dans sa maison font pareil que ceux qui sont dehors. Ils se mettent à taper contre les murs. Et malheureusement pour elle, les bruits se font de plus en plus proches. Puis elle entend des bruits de pas se rapprocher. Elle voit toujours flou, c'est l'enfer. Elle ne tient plus sur ses jambes. Et c'est à ce moment-là que ses jambes lâchent et elle tombe au sol. Elle peut entendre qu'une personne tape à la porte, puis 2 personnes et 3 personnes. Comme elle le redoute, elle peut entendre que sa porte est à 2 doigts de céder. Alors elle décide de prendre son courage à 2 mains et de se planquer dans l'armoire. Elle est au sol, dans son armoire, à ramper. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas si ces gens l'ont vue, car elle, de son côté, eh bien elle voit flou. Et tout ce qu'elle sait, c'est que pour elle, ce ne sont que des silhouettes. Et malheureusement, comme elle le redouta, la porte de sa chambre a cédé. Elle peut alors entendre plusieurs personnes rentrer dans sa chambre. Et ils se mettent à taper dans toute la pièce. Il y a clairement quelqu'un qui est en train de la chercher. Et malheureusement, les bruits se rapprochent. Et elle peut entendre que quelqu'un ouvre son armoire. Sauf qu'à ce moment-là, c'est le blackout total. Tout ce qu'elle sait à partir de ce moment-là est vraiment très flou. Elle se souvient s'être réveillée en pensant que le mec qui l'a enlevé avait un masque. Un masque d'Halloween complètement terrifiant. Mais quand elle ouvre les yeux, ça reste encore assez flou. Mais elle peut distinguer un petit peu mieux que tout à l'heure. Elle a mal aux jambes, aux pieds, à tout son corps en fait. Puis elle peut s'apercevoir qu'elle voit, mais qu'en fait elle voit à l'envers. Elle regarde paniquée tout autour d'elle et elle voit plein de monde avec une capuche sur la tête. Ils ont une capuche d'un rouge marron et elle ne peut pas voir qui ils sont. Tous ces gens sont assis sur des chaises. Elle peut distinguer devant elle un hôtel, enfin elle croit. Elle ne comprend pas trop ce que c'est. Puis là, quelqu'un habillé tout en noir s'avance. Elle ne se sent pas bien du tout. Vraiment, avoir la tête en bas accrochée par les pieds, eh ben c'est quelque chose d'horrible. Bien sûr, en regardant partout, elle essaye de se libérer, mais c'est impossible. Elle est fixée avec des gros trucs en fer qui la retiennent. Elle est enchaînée comme ça au niveau des 2 pieds, des 2 mains et au niveau de son cou. Elle panique de plus en plus depuis qu'elle a vu la personne habillée en noir. Sauf que maintenant, elle est suivie par beaucoup d'autres personnes habillées en noir. Ceux qui étaient assis et habillés en rouge se sont levés quand ils ont vu les personnes habillées en noir passer. La première personne en noir s'est installée vers le côté de l'hôtel et les autres l'ont suivi. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes habillées comme ça. Puis une personne habillée en blanc est arrivée. Elle était accompagnée d'une autre personne habillée en doré. La personne en blanc portait quelque chose dans ses bras. Plus ces personnes s'avancent et plus Estelle distingue ce que la personne en blanc porte dans ses mains. C'est un petit cochon. Cette personne caresse alors le cochon. Estelle ne peut rien distinguer de plus à part que cette personne porte des gants, comme tout le monde en fait. Puis ces 2 personnes arrivent devant l'hôtel. Estelle regarde à droite puis à gauche et enfin,
elle peut remarquer quelque chose qu'elle n'avait pas distingué au début. Elle se trouve en plein milieu de la forêt. Elle se met alors à crier à plein poumon. Putain, mais lâchez-moi! C'est quoi ce délire? Vous êtes une quoi? Là, la personne à la cape d'or vient vers elle et lui chuchote quelque chose. Tu verras ça bien assez tôt, ma chérie. Puis, il lui caresse la joue. Estelle essaye vraiment de tourner sa tête, mais à force, ça commence à vraiment lui faire mal au cou. Par contre, Estelle a compris quelque chose. La personne sous la cape dorée est un homme. Alors cet homme reprend la parole. Sauf que Estelle n'a pas trop retenu ce que débitait ce gars. Mais à un moment donné, il parlait de sacrifice, de renaissance, de vaisseau ou d'elle ne sait quoi. Là, Estelle, elle s'est vraiment mise à paniquer. Elle était déjà à un niveau de panique extrême, sauf que ça s'empire. Elle essaye vraiment de se débattre comme elle peut, mais elle est attachée très fermement. Sauf qu'à un moment, tout le monde commence à se mettre au sol et à prier. Tout le monde s'est mis au sol sauf la personne avec une cape blanche et la personne avec une cape dorée. Eux, ils sont restés debout et ont prié. Le petit cochon a malheureusement été attaché à l'autel. Et c'est aussi à ce moment qu'Estelle a compris une chose. C'est que pour le coup, en fait, elle est attachée à un crucifix géant qui est retourné. Certes, elle n'est pas religieuse, mais bon, elle a vu assez de films d'horreur pour savoir ce qu'ils sont en train de prier. Puis l'autre s'est mis à réciter des choses dans une langue chelou. Il a commencé à crier que la renaissance soit bénie par Satan. À ce moment-là, de grosses gouttes de sueur ont commencé à perler tout le long de son dos, de ses mains, de sa tête, de son corps entier. Là, la personne en blanc s'avance et transperce le petit cochon attaché. Le petit cochon n'a pas eu le temps de souffrir, il est mort sur le coup. Mais Estelle, elle adore les animaux, alors voir ce petit être mourir, ça lui fait très mal au cœur. De son côté, Estelle s'est mise à faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. C'est prier. Prier pour que cette petite âme qui n'a rien demandé soit réincarnée dans un corps qui sera plus heureux. Elle pleure alors, et elle pleure. Elle peut voir que la personne en blanc s'approche d'elle. Elle la force à ouvrir la bouche et à boire le sang du petit cochon. Estelle a essayé de résister, mais elle n'a pas réussi pendant longtemps. Elle a été malheureusement contrainte de boire le sang. Puis vint le moment où ils ont décidé de faire venir quelqu'un avec une barre très chaude. Cette barre servait à faire graver des choses sur sa peau. Au contact de sa peau, elle s'est mise à hurler. Elle a crié de tous ses poumons. Et la douleur étant extrême, elle a fini par s'évanouir. Quand elle s'est réveillée, elle était dans sa maison, au milieu d'un pentagramme. Après cette nuit-là, elle n'a plus jamais entendu parler de cette secte. Bien sûr, elle a essayé d'aller au commissariat, mais ils l'ont traitée de folle. Elle leur a alors montré les gravures qu'elle avait reçues. Mais ils lui ont dit qu'elle avait sûrement fait ça quand elle était bourrée. Alors en entendant ça, elle a simplement décidé que la meilleure solution pour elle, ce serait de déménager dans un autre état. Mais depuis cette nuit-là, depuis ce qui lui est arrivé, Estelle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir, des choses qui ne sont pas humaines, des choses horribles. Elle voit ces choses de plus près dans ses rêves, et dans ses rêves, un des démons essaye de l'amadouer. Il lui demande de l'aide et qu'elle vienne avec lui. Il est de plus en plus proche d'elle. Il y a d'autres démons qui l'entourent. Il lui fait peur, vraiment peur, mais il ne lui fait jamais de mal à elle. Par contre, il a déjà fait du mal aux personnes qui s'en prenaient à elle. Elle sait qu'il n'est pas très loin et qu'il va arriver. Peut-être que ça ne sera pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Elle n'est pas sûre de pouvoir le retenir longtemps. Alors tenez-vous prêts. Et c'est pourquoi elle nous raconte son histoire. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire pour Halloween, mais en tout cas, belle pépite, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai envie de le dire, belle pépite. On va pas se mytho. Belle pépite, Delcor, petite pépite qui nous a trouvé. Tu peux le dire en commentaire. Ce sera le mot, tiens. Si t'es resté jusqu'à la fin là et tout, tu me mets pépite dans les commentaires. Voilà, comme ça on saura. Permettez-moi de commencer par dire que je suis un passionné d'horreur. J'aime à peu près tout ce qui fait peur, sauf le gore pur et dur. Mon préféré a toujours été Paranormal Activity, le premier, pas le caca qui a suivi. Et mon auteur préféré est Stephen King, et je passe un temps ridicule à jouer à des jeux informatiques d'horreur. Il n'est donc pas surprenant que j'ai sauté sur l'occasion d'être testeur du nouveau pilote de jeu d'horreur sorti le mois dernier. Il s'agissait du premier jeu d'horreur jamais créé IRL. C'est-à-dire dans la vraie vie, imitant la nouvelle mode des jeux informatiques que je ne nommerai pas pour des raisons de droit d'auteur, où l'on se rend normalement dans une maison hantée, trouve le fantôme et on l'exorcise. Mon dieu, j'étais tellement excité quand j'ai appris la nouvelle qu'un tel jeu se produisait. J'avais deux options, soit participer avec un groupe d'étrangers, soit amener mes propres amis jusqu'à un maximum de 6 joueurs. Heureusement pour moi, je suis dans la scène de l'horreur depuis si longtemps que j'ai pu rassembler 5 personnes supplémentaires tout aussi excitées que moi.
Nous avons dépensé une fortune pour nous rendre sur place, car nous étions tous hors de l'état. Mais c'est la vie, comme disent les Français. Nous étions tous des adultes qui travaillaient avec de l'argent à dépenser, et nous l'avons fait. Je ne vous ennuierai pas avec les détails banals de notre arrivée. Il suffit de dire que nous sommes tous arrivés sur place à temps. Le plan était simple, se rendre à la maison, faire un tour rapide guidé par les créateurs du jeu, puis aller jouer. Nous étions réservés pour 3 heures de jeu, ce qui, selon les créateurs du jeu, signifierait 2 ou 3 tours. Maintenant, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu en question, eh bien je vais vous expliquer le jeu d'une manière qui ne vous fera pas tourner la tête. Le but de ce jeu est simple, plus simple que sur PC. Trouver et identifier le type de fantôme. Il n'y a pas de quête spéciale, pas de tâches supplémentaires. Il y avait 6 types de fantômes agressifs potentiels. Esprit, démon, djinn, spectre, oni et lamar. Et il y avait Casper, le fantôme amical. Il y avait aussi 4 types d'équipements que nous étions autorisés à transporter, à utiliser pour trouver des preuves. Lecteur CEM, thermomètre, enregistreur de son et caméra. De plus, nous avons également reçu des lampes de poche, des briquets et des talkie-walkie. Donc, pour récapituler les bases simples, le but de cette mission est d'utiliser des outils pour trouver des preuves et identifier le fantôme. Bref, à notre arrivée sur place, on nous a présenté des formulaires à signer, des renonciations au cas où quelque chose arriverait. Cela semblait raisonnable. La norme selon laquelle nous ne sommes pas responsables si vous tombez dans des escaliers et vous cassez la jambe. Bref, vous connaissez. Mais nous pouvons vous poursuivre si vous mettez le feu à la maison. Ensuite, nous avons été escortés à l'arrière d'une grande camionnette blanche, garée juste devant la maison et qui contenait tout le matériel. Et chacun nous a remis du matériel à lire. Tout d'abord, des informations sur l'équipement, le type et la quantité. Il y avait 2 lecteurs EMF. Ne compte comme preuve que lorsque le compteur EMF indique rouge, désormais appelé RED EMF à des fins de preuve. 2 thermomètres ne compte comme preuve que lorsque les températures descendent en dessous de 0, température de congélation à des fins de preuve. 2 sound recorders, enregistrez-vous en posant votre question et donnez au fantôme quelques secondes pour répondre. Ensuite, vous le rejouez et écoutez pour voir si le fantôme a dit quelque chose. Sert à des fins de preuve. Ensuite, 2 caméras. Promenez-vous avec elles allumées. Pas forcément besoin d'enregistrement. Repérez toutes sortes d'activités fantômes. Cela ressemble normalement à une apparence humanoïde gris brumeuse, vue uniquement à travers l'objectif de la caméra. Il y avait 6 lampes de poche. Bon, ça sert à éclairer, c'est logique. 3 briquets peuvent être utilisés pour allumer les bougies dispersées dans toute la maison. Et 6 talkie-walkie, effectivement, pour communiquer. Pour une expérience totalement immersive, nous vous conseillons fortement de laisser vos téléphones portables dans le van situé à l'entrée principale. Ensuite, de très brèves informations sur les fantômes. L'esprit veut être vu et entendu, a une histoire à raconter, peut devenir agressif afin de faire en sorte que les autres l'écoutent. La preuve qu'il faut rapporter, particule fantôme. Le démon, créature vile engendrée par l'enfer et qui ne veut que blesser les gens. Comme preuve, il faudra ramener l'EMF avec le bouton rouge, ainsi que le sound recorder. Les djinns, des fantômes qui ont été extrêmement blessés au cours de leur vie. Ils veulent infliger la même douleur aux autres. Les preuves à rapporter sont le RED EMF et les particules fantômes. Le spectre, créature qui se nourrit des faibles d'esprit. Les preuves à rapporter sont l'EMF rouge et des températures glaciales. L'Oni, une créature maléfique qui possède une force exceptionnelle. Peut et utilisera des objets dans la pièce pour blesser les autres. Les preuves à rapporter sont le sound recorder et les températures glaciales. Et le dernier fantôme étant Lamar, esprit malveillant qui veulent infliger de la douleur émotionnelle et de la peur. Les preuves à rapporter sont des particules fantômes et des températures glaciales. Ensuite, il y a Casper, le sympathique fantôme. Il veut juste des câlins. Les preuves, toutes sont bonnes. Enfin, une liste de règles. Le tour commence lorsque tout le monde est dans la maison et que vous déclarez « on démarre le tour ». En 2, les portes se verrouillent derrière vous. Alors assurez-vous d'abord d'apporter tous les objets à l'intérieur, y compris les lampes de poche et les talkie-walkie de rechange. En 3, le tour se termine lorsque vous êtes mis d'accord sur le type de fantôme et que vous déclarez « le type de fantôme est un tel ». Si vous n'êtes pas d'accord sur un type de fantôme, essayez de sélectionner à la majorité. Une fois que vous aurez déclaré le type de fantôme, les portes se déverrouilleront et vous serez informé si vous aviez raison ou non. En 4, veuillez quitter la maison après chaque tour pendant 15 minutes, non déduite de votre temps, pour permettre aux créateurs du jeu de réinitialiser la maison et de se préparer pour le tour suivant. En 5, le fantôme a tendance à hanter une pièce ou un couloir, c'est-à-dire que les preuves produites y apparaîtront. L'emplacement du fantôme ne changera pas au cours d'un tour, mais changera d'un tour à l'autre.
En 6, vous pouvez tous rester ensemble, mais il est conseillé de vous diviser en petits groupes pour accélérer le processus. En 7, si vous avez mis le fantôme en colère, il vous hantera. Pendant ce temps, il peut quitter la pièce qu'il hante normalement et vous poursuivre. Il est conseillé de se cacher. S'il vous retrouve et met la main sur vous, vous serez considéré comme mort. Et il vous sera demandé de quitter les lieux pendant toute la durée de la manche. Remontez à l'étage et dans la pièce marquée « En construction ». Un repère de fantôme s'arrêtera de lui-même après 90 secondes ou immédiatement si un joueur est mort. Amusez-vous et profitez d'être des chasseurs de fantômes pour la journée. PS, s'il vous plaît, n'essayez pas de combattre le fantôme ou de lui faire des farces. Ce sont des acteurs rémunérés et ils ne vous feront pas de mal. Une fois que nous nous sommes tous habitués à la documentation, nous étions impatients et prêts à commencer. Et nous étions là, nous 6 regardant juste la porte d'entrée du magnifique manoir debout devant nous. C'était un gothique victorien à couper le souffle. Si je devais deviner, 3 étages et une tour au milieu. Tout en briques gris foncé avec un toit noir. C'était un spectacle impressionnant, c'est sûr. Et là, à l'aube, sous le soleil violet, cela faisait même un peu froid dans le dos. Allez, on y va les gars. C'est ce qu'a dit Andrew en ouvrant la porte. D'après son intonation, on pourrait s'attendre à ce qu'il l'ouvre brusquement. Mais je pouvais dire qu'il était nerveux. Quand, au lieu de cela, il l'ouvrit lentement et entra. Benjamin et Marc ont suivi juste après, ce qui m'a quand même surpris, puisque Benjamin a toujours été un petit chat effrayé en ligne. Mais peut-être qu'il voulait impressionner son petit ami, même si Marc et lui étaient ensemble depuis plusieurs années. Puis est partie Jennifer, et c'est ce à quoi je m'attendais, car la fille en avait généralement une plus grande que nous tous réunis. Ensuite Angela, la sœur de Benjamin, et moi-même. Nous étions semblables dans le sens où nous aboyions tous les deux, mais nous ne mordions pas. Nous sommes entrés dans un long couloir. Au bout du couloir se trouvaient les escaliers menant à ce que je ne pouvais que supposer être le 2e étage. Et à gauche et à droite de nous, des portes fermées. Très bien, on commence alors ? Demanda Angela avec impatience. Je pense que nous devrions peut-être prendre en considération les conseils des créateurs du jeu et faire une rapide tournée de reconnaissance, a proposé Jennifer de manière très judicieuse. La suggestion a été acceptée à l'unanimité et nous avons procédé à l'ouverture de toutes les portes du rez-de-chaussée. Nous avons trouvé un grand rangement, une salle de bain d'invités et un salon d'une immense impression, doté d'une cheminée, d'un piano, d'un beau 3 places en satin, une salle à manger gothique avec des chaises noires et une table, au-dessus de laquelle, droite et centrale, un candélabre à bougies et une cuisine un peu rustique. Nous sommes ensuite montés à l'étage, où le couloir étroit en haut des escaliers a rencontré un autre couloir horizontal légèrement plus grand. Comme au rez-de-chaussée, chaque côté du couloir contenait de nombreuses portes fermées. Nous avons découvert quelques chambres et la pièce en construction juste en face des escaliers. Du côté de l'escalier, à droite, une chambre d'enfant et une grande salle de bain, un peu ridicule à mon avis, avec une grande baignoire en plein milieu, entourée d'un de ces séparateurs de pièces que l'on voit dans des émissions télévisées sur les rois et les reines. À gauche, une grande pièce non meublée, quelques cartons de déménagement éparpillés un peu partout. Nous avons supposé que les créateurs du jeu n'avaient pas les fonds nécessaires pour la terminer. Alors ils l'ont laissé comme si la famille qui avait emménagé là-bas n'avait tout simplement pas fini de déballer ses valises. C'est vrai, c'est pas sans inspiration. Allez, très bien, je suppose que maintenant, on peut commencer. C'est ce qu'a dit Andrew après que nous soyons tous descendus et montés dans la camionnette pour récupérer tout notre équipement. Je me suis alors mis à crier « Allez, on commence le jeu !» Après ça, on a pu entendre une petite voix qui disait « Les joueurs, pas besoin de crier, nous avons des oreilles partout. » Et nous confirmons effectivement le début du tour. Comme c'est votre premier tour, prenez votre temps. Nous vous accordons un délai de grâce de 15 minutes avant même que le fantôme n'apparaisse. Nous vous annoncerons quand le temps sera écoulé. Nous étions tous debout dans le couloir, fouillant dans l'équipement et essayant de comprendre comment tout cela fonctionnait. Hormis les brèves instructions données dans le van, nous n'avions pas grand chose à faire et moi-même, je n'avais jamais vu de lecteur EMF dans la vraie vie auparavant. Une fois que nous avons compris sur quel bouton appuyer, comment allumer les appareils et comment interpréter les informations sur l'équipement, Marc a rompu le silence. Alors, on se sépare, 3 en haut et 3 en bas? C'est tout à fait logique, étant donné que nous disposons de 2 équipements de preuve de chaque type, a convenu Jennifer. Alors nous 3 à l'étage, fit-elle signe à Benjamin, elle et moi, nous 3 debout d'un côté du couloir, et vous 3 ici, et puis nous mélangerons à chaque tour. Du côté de notre équipe, j'ai attrapé le MF, Ben a attrapé la caméra, et Jen a pris le thermomètre. Et chacun de nous a pris un talkie-walkie et une lampe de poche. J'ai également pris un briquet et j'ai allumé toutes les bougies que je pouvais voir en cours de route. Contrairement aux jeux en ligne, cette maison n'avait pas de véritable lumière, ni de générateur de lumière.
ni quoi que ce soit que nous puissions utiliser pour voir, à part des bougies et nos lampes de poche. Je doute que nous l'utilisions avant de découvrir la pièce, déclara Jennifer en attrapant l'enregistreur de son et en le mettant dans sa poche arrière. Comme convenu, nous avons monté les escaliers et commencé à utiliser nos outils. Nous avons commencé à droite avec la grande salle de bain et la chambre des enfants, et de l'autre côté du couloir dans la première chambre. Nous ne savions pas vraiment ce que nous recherchions, mais nous pensions que ça ne serait pas si différent des jeux en ligne auxquels nous avions joué. Nous étions donc attentifs aux températures plus basses et aux légères interférences EMF. 15 minutes sont écoulées. C'est l'annonce qu'on a entendue de la part des créateurs du jeu. Bon, c'est maintenant que ça commence vraiment. C'est ce qu'a dit Benjamin. Et je pouvais sentir un certain comportement de chat effrayé derrière sa voix quelque peu douce et murmurée. J'ai alors dit, bon, vaut mieux alors identifier les cachettes possibles. En passant devant certains endroits comme de grandes armoires ou des lits avec suffisamment d'espace en dessous pour me cacher, je prenais note mentalement. Peu de temps après l'annonce de 15 minutes, les gars de l'autre équipe nous ont parlé au talkie-walkie. « Je pense qu'on l'a attrapé », annonça Angela. « Il y a de l'air froid dans cette cuisine. Allez, on y va !» ai-je répondu alors que nous redescendions les escaliers. La cuisine était juste en bas des escaliers, à gauche. Je ne sais pas si c'était à cause de l'excitation d'affronter bientôt le fantôme ou parce que c'était vraiment le cas, mais j'avais l'impression que la pièce était beaucoup plus froide que le reste de la maison. Les thermomètres indiquaient environ 40 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 4 degrés Celsius à peu près chez nous. Mais cela ne pouvait pas être le cas. Ils étaient définitivement contrôlés par les créateurs du jeu. Même si nous étions tous les 6 entassés dans la cuisine, un calme étrange nous entourait. Nous écoutions tous, craignant de rater quelque chose si nous parlions. La cuisine était rustique et pas très chic, plutôt sombre avec des comptoirs en faux marbre noir. Alors que j'observais tout ce qui m'entourait, j'ai remarqué le moindre scintillement se reflétant dans le lavabo noir juste à côté de moi. Ceci, à son tour, a dirigé mon regard vers le mur opposé, où une bougie semblait avoir été soufflée. « Est-ce que vous avez vu ça ?» ai-je murmuré. Mais je n'ai pas eu la chance d'obtenir une réponse car d'autres bougies étaient éteintes par une force invisible. Nous avons tous retenu notre respiration, presque à l'unisson, mais rien d'autre ne semblait se produire. Après ce qui semblait être un temps très long, Andrew parla finalement. « Alors, qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent ?» Mark répondit avec un petit peu de malice et dit « on n'a pas de lumière. Hein. » Andrew reprit et dit « Je voulais dire en termes de preuves. Pour vous dire, l'ambiance dans la pièce était assez tendue. Ça a changé de quand on jouait en ligne. On se sentait tous un petit peu dérangés. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour autant que je sache, nous n'avons aucune preuve, répondit Jen en traversant la pièce pour rallumer les bougies. J'ai décidé d'aider et j'ai sorti mon propre briquet. Je l'ai actionné pour allumer l'étincelle et juste au moment où je l'ai rapproché de la bougie, une légère brise l'a à nouveau soufflé. Cette fois, j'ai senti le vent froid sur mes dents et cela m'a fait crier. Puis, me rappelant que je jouais à un jeu d'horreur, j'ai commencé à rire. Cela a semblé détendre l'ambiance tout autour, car tout le monde s'est joint à nous. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, car une apparition semblait venir du mur et s'arrêter à quelques centimètres de mon visage, criant juste avant de disparaître à nouveau, me faisant laisser tomber ma propre lampe de poche et me laissant dans l'obscurité totale pendant une seconde. Reconnaissant envers ma vessie de ne pas m'avoir fait défaut, je me suis repris et j'ai ramassé ma lampe de poche. Les rires étaient encore plus forts cette fois-ci. Angela a commenté tout ça en disant « Ah, c'était vraiment cool ». Jennifer a répondu en disant « Ouais, on peut le voir de là-bas ». Elle riait également, mais visiblement nous étions tous les deux un peu plus désemparés. « J'ai besoin d'un moment », ai-je affirmé en sortant de la cuisine et en me dirigeant vers la sortie. Alors que j'essayais de sortir, j'ai réalisé qu'il fallait terminer le tour en premier. Et je voulais pas gâcher la partie pour tout le monde. Mais je me sentais un petit peu étouffé. Vous voyez, il existe 2 types de réactions face au danger, la fuite ou le combat. Heureusement, j'ai réussi à me ressaisir. J'aimais ce jeu, mais je le détestais à la fois. Mais bon, j'avais envie de le terminer. Pour moi, et aussi surtout pour les autres. « ça va ?» C'est ce que m'a demandé Andrew depuis la porte de la cuisine. Parfois, je pouvais à peine le voir avec sa lampe de poche, puisque j'ai remarqué que sa lampe de poche s'éteignait de temps en temps. Dans le jeu en ligne, eh bien, ça signifiait que le fantôme nous hantait. J'ai alors crié « Mais cachez-vous !» Et alors que je me précipitais vers la salle de stockage à côté de l'entrée, je ne savais pas si mes amis avaient compris ce que je leur voulais. Je me suis alors jeté derrière une pile de grandes étagères et j'ai commencé à compter à rebours à partir de 90. J'avais pas dépassé 30 lorsque j'ai entendu les créateurs du jeu annoncer « S'il vous plaît, dirigez-vous vers la salle en construction maintenant ». J'ai alors compris que quelqu'un était mort.
Ironiquement, ça m'a fait sentir un petit peu mieux. Tout ça ressemblait à un jeu, il y avait l'annonce, la fausse mort, bon, ça enlevait une partie d'oppression que je ressentais dans ma poitrine. Et je suis alors retourné à la cuisine. Andrew m'a alors regardé et m'a dit « Ouais, c'est Mark qui est mort, il a mordu la poussière. » Nous ne pouvions pas vraiment sortir de la cuisine, car le fantôme s'est enfui de ce placard là-bas, et il s'est dirigé vers la première personne sur son passage. « Mais regarde, il fait 28 degrés maintenant !» s'est exclamé Angela. Donc, nous avons des températures glaciales et nous savons que le fantôme n'est pas amical, puisqu'il n'a certainement pas serré Mark dans ses bras. Donc ça veut dire que ça pourrait être un spectre, un Oni ou la mare, intervint Benjamin en vérifiant son dossier d'information. La plupart d'entre nous ont laissé le nôtre dans la camionnette. J'étais reconnaissant que Benjamin soit généralement un je sais tout trop préparé en ce moment. J'ai regardé mes amis, j'ai regardé mon EMF et il ne bougeait pas d'un poil. Et c'est là que c'est devenu intéressant puisqu'au moment où j'ai dit ça, mon EMF est complètement devenu fou. C'était pas un rouge constant, tous les boutons étaient rouges. Je l'ai alors regardé et j'ai dit à mes collègues mais ça compte ça ou pas? Jennifer m'a alors dit que normalement oui. Ok, bah je pense à mon avis que c'est un spectre. C'est ce que m'a dit Benjamin. Eh bah ok, est-ce que c'est maintenant qu'on doit donner notre réponse au créateur du jeu et recommencer? J'ai demandé ça en étant excité par la perspective d'un peu d'air frais. Andrew s'est alors mis à crier à voix haute « Le type de fantôme est un spectre. » Vous avez raison, chasseur de fantômes, fut la voix des créateurs du jeu. Veuillez récupérer tout votre équipement et quitter la maison qui devrait maintenant être déverrouillée. Revenez dans 15 minutes. Nous avons commencé à récupérer toutes nos affaires alors que Mark nous rejoignait depuis l'étage. Et nous sommes tous partis partageant nos impressions et nos sentiments. Le deuxième tour s'est un petit peu mieux passé dans le sens où le fantôme était dans le salon et c'était Casper, le fantôme amical. Nous lui avons donc fait un gros câlin et nous sommes partis à nouveau pendant 15 minutes. Au total, il nous restait environ 1h20 minutes, soit assez pour un match, voire deux. Andrew a alors dit « Ça y est, on recommence la partie. Vous trois en bas, nous trois en haut. » On a de nouveau séparé les équipes. Il y avait donc Jen, Andrew et moi à l'étage et les trois autres au rez-de-chaussée. C'était maintenant notre troisième tour et nous étions devenus à l'aise avec la maison et l'équipement. Donc la configuration initiale a été rapide et fluide. Alors que les deux premiers tours avaient été assez simples en matière de preuves, nous avons rapidement appris que ce n'était plus le cas maintenant. Les gars, je crois que j'ai le MF5 ici. C'est ce que Angela nous a dit avec le talkie-walkie depuis le rez-de-chaussée. Andrew lui a alors répondu « Ok, et ben on est en train de descendre ». Jen de son côté était dans la pièce la plus éloignée de la maison, donc elle était un petit peu à la traîne. « Je pense que c'est encore dans la cuisine », dit Angela en nous rejoignant en bas des escaliers. Sauf qu'on a pu entendre le talkie-walkie fonctionner de nouveau. C'était Jen et elle disait « Attendez les gars, j'ai des températures glaciales dans cette chambre vide ». Andrew a alors sorti son EMF et bien sûr c'était une réponse assez élevée. Il était à 4 sur 5. Mais c'était pas un 5 clair et net. Il a alors dit « Je pense que les preuves ne sont plus aussi évidentes. Mieux vaut s'assurer que nous fassons les choses correctement. » J'ai alors dit « Bah let's go, c'est parti pour aller en haut. » Jen est dans la pièce vide à gauche, alors tu vérifies la salle de bain et la chambre à droite. Et je passerai en face de toi dans la première chambre, d'accord? C'est ce que Andrew m'a dit dès que nous avons atteint le deuxième étage. De cette façon, nous couvrons la majeure partie du terrain, puis nous nous regroupons et changeons d'outil. J'ai hoché la tête et j'ai suivi les instructions. J'utilisais une caméra infrarouge à la recherche de particules fantômes, donc ma lampe de poche n'était qu'un simple obstacle. Cependant, lorsque je suis entré dans la salle de bain, quelque chose ne semblait pas normal. La douche au-dessus de la baignoire, celle maladroitement placée au milieu de la pièce et en partie cachée par une cloison de séparation, semblait couler. Je suis alors allé dans le couloir et j'ai crié, oubliant le talkie-walkie dans mon excitation. « Les gars, mais je pense que c'est clairement ici !» Je suis retourné dans la salle de bain en ignorant tous mes instincts de survivant. Caméra pointée vers la baignoire. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passait à travers le petit écran de l'appareil photo. Alors j'ai décidé de le poser et de chercher ma lampe de poche. Alors que je l'allumais, j'ai entendu un fort clapotis venant de la baignoire. Je me suis alors murmuré « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je me suis approché prudemment un petit peu plus. Puis là, je l'ai vu, une jambe. Une jambe mouillée et entièrement habillée sortait de l'eau. À mon grand soulagement, puis à ma panique immédiate, la jambe était attachée à un homme. Le mec, d'apparence absolument énorme, sortait de la baignoire, complètement trempé. Je me suis figé, j'avais l'impression de ne plus pouvoir bouger un muscle. Il était immense, il portait ce qui ressemblait à un pantalon de cuir noir et un simple t-shirt blanc qui, mouillé, collait à sa peau. Il avait de longs cheveux noirs en bataille. « Eh, t'es qui toi ?» C'est ce que j'ai demandé, mais personne ne m'a répondu.
L'homme, maintenant complètement redressé, se pencha et attrapa quelque chose derrière la cloison. Une tronçonneuse. Il était maintenant complètement tourné vers moi. Il tenait la tronçonneuse à deux mains, tirant la corde de démarrage. La tronçonneuse commençait à tourner et le son m'a fait sortir de mon blocage mental. Je me suis alors dit mais c'est pas possible, ça fait pas partie du jeu, ça ressemble pas du tout à un accessoire. 1 million de pensées me traversaient la tête en même temps. Toutes me dirigeaient vers la sortie la plus proche et non de manière calme et ordonnée. Instinctivement, je lui ai lancé mon appareil photo, le faisant sursauter et j'ai commencé à courir vers la porte. Les gars, courez, sortez! Aidez-moi, aidez-moi! Et juste au moment où je commençais à crier, la musique a commencé à retentir dans les haut-parleurs, étouffant ma voix. Personne ne pouvait m'entendre. Les portes étaient probablement encore verrouillées. J'ai dû prévenir tout le monde et sortir. Et j'ai croisé Andrew juste dans le couloir et je lui ai attrapé la main. Il parut surpris. Mec, pense pas que ça fait partie du jeu. Il y a un mec là-dedans avec une tronçonneuse. Il m'a regardé, il m'a dit mais t'es sérieux là? Je lui ai dit ouais, il est enfermé là-bas, mais je te jure qu'il va pouvoir sortir. Alors qu'Andrew faisait clignoter sa lumière derrière nous, nous l'avons aperçu sortir lentement de la salle de bain en souriant. On pouvait voir clairement qu'il aimait ça. Les gars, c'est ce que j'ai crié en courant dans la chambre non meublée. Mais tout le monde était fasciné par la musique et les gadgets, pensant que cela faisait partie du jeu. Je leur ai alors de nouveau dit, mais les gars, on doit sortir. Pendant ce temps-là, j'essayais d'ouvrir une fenêtre et personne ne faisait attention à moi, à part Andrew. Ils étaient tous en train de regarder leurs appareils qui étaient tous devenus fous. Ils s'allumaient comme pas possible. Je suis alors sorti par la fenêtre et Andrew m'a suivi. J'ai baissé les yeux, c'était loin. Mais on aurait dit qu'il y avait une poubelle juste en dessous, remplie de feuilles et d'herbes. Je me suis alors dit, j'espère que ça va tenir sous notre chute. Allez les gars, venez! C'est ce que j'ai crié de nouveau car le gars se tenait maintenant dans l'encadrement de la porte. Jen m'a regardé et elle ne comprenait pas ce que j'étais en train de faire puisque j'étais quasiment en train de sauter. Et au moment où elle réalisa, la tronçonneuse du gars était à mi-chemin vers Benjamin. J'ai alors sauté et Andrew m'a suivi. Tous les deux, on s'en est bien sortis. Mais personne d'autre n'a sauté après nous. On a couru pour aller chercher nos téléphones qui étaient dans une camionnette à l'extérieur. 911, quelle est votre urgence? J'ai fait de mon mieux pour expliquer ce qui se passait. Puis Andrew et moi avons couru et nous nous sommes cachés derrière des arbres dans la forêt. Après ce qui semblait être une éternité, l'homme sortit de la maison par la porte d'entrée qui n'était plus verrouillée. Il a regardé autour de lui plusieurs fois, probablement pour nous trouver. Mais comme il ne pouvait pas nous repérer, il s'est dirigé vers la camionnette, a fermé les portes du haillon et est monté à bord et il est parti. La police est arrivée une dizaine de minutes plus tard, suivie d'une ambulance. Nous avons couru vers eux et leur avons raconté plus en détail ce qui s'était passé. Ils sont entrés et ils ont confirmé que tout le monde était mort, y compris les créateurs du jeu derrière la salle en construction. Andrew et moi avons été invités à monter dans l'ambulance, car même si nous n'avions aucun problème physique, ils ont décidé que nous devrions être surveillés de près après de tels événements. On n'a rien dit à ça. Il n'y avait aucune trace de cet homme ni de sa camionnette. Personne ne sait s'il faisait partie de l'équipe du jeu ou si c'était juste un fou. Mais bon, cela n'avait pas d'importance. Andrew était allongé sur son lit d'ambulance quand il a dit « Le type de fantôme est un meurtrier massif ». J'ai alors eu un petit rire triste et je me suis effondré. Si seulement j'avais été plus insistant dans cette chambre. Si seulement je n'avais pas trouvé ce jeu stupide en premier lieu. Puisque oui, c'est moi qui leur ai dit de venir. Le chagrin m'a alors submergé et la culpabilité m'accable encore aujourd'hui. Alors pour lui ça doit être complètement fou. Le gars il a invité ses potes pour jouer à un jeu tranquillement. Et en fait, une petite partie de lui fait qu'ils sont morts. S'il avait pas fait ça, voilà. Mais c'est pas de sa faute entièrement. Enfin, c'est clairement pas de sa faute même. C'est le mec qui est complètement fou quoi. Il se met à tuer des gens avec une tronçonneuse, c'est la fête quoi. Mais non, pourquoi ça? Je pense pas que ça fait partie du jeu, hein, clairement pas. Sinon c'est un jeu vraiment très qui pousse les choses vraiment très loin. Hein. Pas ouf comme jeu, j'ai pas envie de jouer. Je sais pas vous. Bon, les petits potes, je sais pas si vous avez kiffé cette histoire, il n'y a qu'un moyen pour me le dire, c'est en commentaire, sinon un petit pouce bleu et un abonnement. Ça me fera très plaisir en tout cas. Si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Ceci est un petit message bonus si tu es resté jusqu'à la fin, et sache que ça me fait très plaisir. C'est une compilation qui dure quand même 1h10 il me semble, donc ça veut dire que t'as bien kiffé. Alors peut-être que tu m'as laissé dans un coin et tout, mais en tout cas, ça fait plaisir quand même. Merci à toi vraiment du fond du cœur. Bon allez, comme je l'ai dit avant, si jamais tu veux une autre vidéo, tu sais quoi faire. Allez, des bisous.